Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Les marchés tiennent bon malgré l'instabilité politique française. Le dernier gouvernement aura tenu moins de 12 heures et pourtant, le CAC 40 s'en fiche. La bourse semble avoir développé une immunité politique. Pendant ce temps, l'or et le bitcoin vont de record en record, comme deux valeurs refuges d'un monde qui n'a plus confiance en rien, ni en les banques, ni en les États, ni en les promesses des économistes. Le FMI, lui, sonne l'alarme. L'intelligence artificielle serait-elle une bulle prête à éclater? Peut-être parce qu'à force de promettre de réinventer le monde, l'IA a surtout réussi à réinventer la spéculation. Et puis Sam Altman revient en messie du chaos. D'un côté, il allume le feu avec Sora 2, cette IA capable de créer des vidéos bluffantes de réalité. Et puis de l'autre, il vend les extincteurs avec WorldCoin, son projet pour sécuriser l'humanité numérique. Le pompier pyromane de la Silicon Valley n'a jamais aussi bien porté son titre. Bienvenue dans Le Regard décalé d'Hamid Faljaoui, un podcast qui vous offre une autre lecture de l'actualité. Bonjour Hamid Faljaoui. Bonjour Gaël. J'ai plein de choses à mettre sur la table cette semaine encore. Ouais, Il s'en clairement, est passé, bon évidemment, je pense que nos auditeurs peuvent se douter un petit peu des thèmes qui pourront être abordés aujourd'hui. Et forcément, ce gouvernement ultra éphémère français, je pense qu'on n'avait jamais vu ça, il a tenu 12 heures, quelque chose comme ça. Oui. C'est vrai qu'évidemment, ça pose des questions sur la cohérence politique, tout le pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a une question qui est évidemment importante et qui intéresse essentiellement nos auditeurs, c'est OK, mais au niveau de la scène économique, comment est-ce qu'on peut anticiper ce qui pourrait se produire avec toute cette instabilité française, qui reste quand même un pays européen important? J'ai le sentiment, mais dis-moi si je me trompe, que pour le moment, les marchés résistent quand même, sont très résilients et finalement sont peu atteints par cette situation compliquée en France. Oui, ça semble paradoxal parce que tu as bien raison de rappeler que c'est la deuxième économie de la zone euro, juste après l'Allemagne. Et d'ailleurs, le chancelier allemand a fait allusion à ça suite à ces remous politiques en France en disant que la France est un élément important de la zone euro. L'euro a un petit peu baissé, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il était assez haut depuis 6 mois, enfin depuis le début de l'année par rapport au dollar de notre ami Donald Trump. Donc, c'est pas plus mal. Mais il n'a pas, ça n'a pas été la glissade, effectivement, tu as tout à fait raison. Les marchés financiers sont restés assez calmes. C'est vrai qu'une des manières de voir si les marchés financiers sont nerveux, c'est ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart de taux, c'est-à-dire le supplément de taux d'intérêt que tu dois payer par rapport au meilleur élève. Le meilleur élève, C'est l'Allemagne. exactement. Ici, le meilleur élève a un certain taux. Plus tu t'éloignes de ce taux, plus on considère que tu as un cancre quelque part. Ouais. Et là, si tu veux, il y avait une petite différence qui est remontée jusqu'à 0,80% ou à presque 1%, enfin heureusement pas. Mais ça s'est stabilisé assez rapidement. Et donc là, je réponds à ta question, comment se fait-il que par rapport à ce chaos, ce capharnaüm politique, les marchés financiers résistent? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, la Banque centrale européenne, elle ne va pas le dire, mais elle est peut-être intervenue. Alors, comment est-ce qu'elle intervient? Eh bien, en achetant, par exemple, des obligations d'État françaises qui auraient été vendues par l'un ou par l'autre, parce que ça leur brûle les mains en disant «je ne crois pas trop en France et je vais vendre les obligations d'État françaises» et donc elle les a rachetées, donc ça a soutenu sans doute le cours. Donc ça peut être une première explication. L'autre explication, c'est que ce que les marchés financiers veulent, c'est au moins un gouvernement politique. Au moment où on en parle maintenant, on n'en a pas, mais on devrait en avoir un pour ce soir. Parce qu'ils se disent que c'est vrai, il y a l'équilibre budgétaire, mais il y a aussi l'équilibre politique. Et entre les deux, ils préfèrent au moins l'équilibre politique. Alors, pour des raisons un peu cyniques, même si c'est pas top, évidemment, c'est que si on était parti sur une dissolution, on aurait pu avoir des extrêmes qui arrivent éventuellement au pouvoir et qui auraient pris des mesures absolument dingues, qui auraient augmenté encore plus le déficit et la dette publique française. Alors ici, bah, c'est clair, on va avoir un gouvernement, je ne sais pas lequel, mais qui va juste avoir comme objectif, et ça c'est dramatique, de tenir jusqu'en 2027, la prochaine élection présidentielle, parce que chacun des partis autour de la table de la coalition, si tu veux, a des arrière-pensées, et ils pensent tous, ils sont tous braqués sur 2027, et donc ils ne veulent pas prendre des mesures qui pourraient déplaire à leur électorat respectif. Et on le voit bien parce que tu vois bien, par exemple, la réforme des retraites, qui était déjà une mini-réforme par rapport à ce qu'ils auraient dû faire
bah, ils vont sans doute la reporter et puis probablement que pour d'ici la fin de l'année, ils n'auront même pas le temps de voter un budget. Donc on va sans doute reconduire le budget de l'année passée et j'ai vu des chiffres, c'est que si on le reconduit tel quel sans faire des économies, ça va coûter 20 ou 30 milliards en plus. Mais les marchés financiers préfèrent une stabilité politique, qu'un chaos politique, même si effectivement, ils se doutent bien, enfin ils savent que le gouvernement qui sortira, d'ici peu, ne prendra pas de vraies mesures et sans doute que le déficit public qui devait se rapprocher des fameux 3% de Maastricht que tu connais bien, que tout le monde connaît, pour d'ici 2030, bah, sera reporté au calendrier grec. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un financier qu'on connaît bien, chez Trend, c'est Vincent Juvins. Je lui ai posé la question Oui, également. d'ING, Oh. effectivement, stratège d'ING, ouais. Et lui, il se montrait même plutôt, optimiste par rapport à la situation en termes de marché, hein. Je parle Ouais, ouais. pas du tout, en disant que selon lui, les marchés avaient la capacité de distinguer l'instabilité politique de la solidité des entreprises françaises et que finalement ces entreprises résistaient bien, qu'il y avait donc là des opportunités même à saisir. Oui, mais ça, c'est du court terme, je sais pas, c'est un langage, je comprends. Mais quand tu vois que l'or augmente, que le bitcoin augmente, ce sont quand même des signaux de peur et donc je ne serais pas aussi optimiste, que Vincent, mais voilà. Tu m'emmènes sur une voie royale sur la deuxième question que j'allais te poser. On a vu effectivement depuis le début de la semaine des records, l'or qui a passé les, 4 000 l'once, le bitcoin qui est monté au-dessus de 126 300 en début de semaine. 2 valeurs, c'est pas la seule, l'argent aussi, hein, monte, énormément. Oui, oui, énormément. Est-ce que, on se dit, bon, voilà, de record en record, est-ce que c'est pas plutôt un record de méfiance au niveau mondial? On sait que l'or, en tout cas, c'est une valeur refuge. On peut discuter du bitcoin dans ce cadre-là, mais est-ce que les gens ne se tournent pas vers là parce que la confiance est totalement rompue envers un système financier, normal, dirais-je? Tout à fait, ce sont 2 trouillomètres, si je puis me permettre. L'or, bah, l'or était, souviens-toi, à 3 000 l'once au mois de mars et un peu plus tard à 3 500 en avril, en septembre, pardon et là, il est à 4 000 et je ne sais pas si tu te souviens, les prévisions d'un certain nombre de soi-disant spécialistes te disaient 4 000 en 2026. Là, on les a avant et tu vois déjà d'autres qui te disent: «On sera à 5 000» ou je ne sais quoi ça et donc c'est pas très, très bon signe dans le cadre de l'or pour une simple raison, c'est que on sait bien que l'or ne rapporte pas, il y a pas de rendement, il y a pas de taux d'intérêt. Alors, une des raisons pour lesquelles l'or se porte bien, c'est effectivement, on se dit que, il y aura une baisse des taux aux États-Unis, qu'elle va être en plus accélérée l'année prochaine, avec ce qu'on appelle des jumbo cuts, c'est-à-dire en fait des baisses de taux très fortes parce qu'évidemment, Donald Trump va mettre, ses amis ou son ami à la tête de la banque centrale américaine et que donc, aux États-Unis, donc voilà, les taux d'intérêt, enfin, les rendements seront plus faibles et donc, pourquoi pas l'or? Ça reste aussi quand même un actif de spéculation. Les raisons habituelles, on les connaît aussi, c'est que tu as les banques centrales, de pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, qui achètent beaucoup d'or. J'ai vu un chiffre, on disait que au cours des 3 dernières années, ils ont acheté 1 000 tonnes par an, alors que la moyenne des autres années, c'était 500 tonnes. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils veulent aussi, entre guillemets, tout enfin, on sait très bien que le dollar reste la monnaie internationale pour tous les paiements, de matières premières et cetera. Mais malgré tout, il y a une méfiance, de l'or. Tu y as fait allusion tout à l'heure, notamment de ces grands pays, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec la Russie. Ou quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a gelé ses avoirs. On parle beaucoup des avoirs russes Ouais, qui sont gelés qui chez sont nous. chez nous. Voilà et donc la Chine se dit: «Bah, demain, si demain j'envahis Taïwan, je veux pas avoir le même scénario avec mes avoirs à moi, parce qu'ils ont encore beaucoup d'avoirs américains et donc au fur et à mesure, ils essayent de diversifier. On représente 5% des avoirs de la banque chinoise, donc il y a encore beaucoup de marge. Mais c'est plutôt un thermomètre ou un symptôme de la peur, puis aussi la spéculation. J'ai écouté un trader ce matin, sur une chaîne française. Tu as aussi, ce qu'on appelle en anglais le fear of missing out, la peur de rater le coche, de rater le train. Tout le monde voit, d'ailleurs ça à peu près peut-être aussi pour le bitcoin, tout le monde voit que l'or continue à augmenter et même sans se poser toutes les questions macro qu'on est en train de se poser, ils disent: «Bah, ça continue d'augmenter, pourquoi je ne prendrais pas le train moi aussi?» Donc voilà et les gens vous disent: «Il faut être prudent», mais en attendant le train il fait qu'il avance quoi, donc voilà.
Donc il y a aussi cet aspect un petit peu de spéculation, hein, pas simplement de peur. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, fondamentalement, n'investissent pas dans de l'or physique. Non. Ils vont aller dans un ETF, ils vont aller, dans ce genre de choses. Mais ça veut dire que si un système financier venait à cracher, ils vont pas se retrouver avec leur petit lingot d'or pour passer une frontière ou Alors, dans c'est un parce qu'ils peuvent pas se permettre. Le lingot d'or, c'est une once, c'est 31 grammes, ça coûte déjà ce que ça coûte, donc 4 000 en l'occurrence ici. Alors un lingot, c'est un peu plus, donc c'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que c'est une des raisons aussi qui explique, la hausse de l'or, c'est qu'il y a eu des produits financiers qui ont été créés, des ETF liés à l'or et qui permettent à des gens de suivre le cours de l'or sans avoir de l'or physique, voilà et donc ça, c'est quelque chose aussi qui a favorisé la hausse, du cours de l'or au cours de ces derniers mois. Et quant au bitcoin, c'est un peu la même chose. En fait, c'est devenu une valeur refuge digitale. bah, oui, parce qu'on va pas passer la frontière avec notre bitcoin. Non, et c'est assez fascinant. Tu as fait allusion aux 125 000 $, 126 000 $. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un code informatique vaut des fois plus qu'un lingot d'or. Donc, c'est complètement dingue. Alors, il y a d'autres aspects qui jouent. Alors, évidemment, il y a le côté un peu capharnaüm dans le monde entier, la peur du fait que les dettes publiques augmentent un peu partout, que la géopolitique est quand même pas très stable. Voilà, les taux d'intérêt, etc. Et sans doute que des gens se disent, on veut avoir une alternative. Alors, les plus anciens, les plus vieux, c'est plutôt l'or. En fait, le bitcoin, c'est un peu l'or des jeunes, Oui, hein, voilà. ça. Sauf tu peux pas le toucher. Et puis, il y a un élément qui joue en faveur du bitcoin et toi, tu le sais mieux que moi parce que tu t'y intéresses depuis longtemps, c'est qu'il y a que 21 millions, pardon, de bitcoin et ils sont limités. Et donc, comme la demande est de plus en plus forte, ce qui est rare devient cher et donc c'est une des raisons. Et là aussi, effectivement, comme pour l'or, il y a aussi des ETF qui permettent de suivre, ces bitcoins et cetera et qui ont été, notamment favorisés par l'arrivée de Trump, qui est très, pro-bitcoin, pro-crypto-monnaie sans doute. Enfin, qui est devenu, hein? Il est devenu parce qu'il y est intéressé, il a compris qu'il y avait un intérêt pour lui, Vraiment, effectivement. il a compris qu'il y avait un intérêt électoral? Les 2, parce qu'effectivement les 2, tu as tout à fait raison, mais il est aussi investi là-dedans, lui et sa famille Ah, il s'est fait et saouler. et et donc quand on lit la presse américaine, on comprend très bien il y a 2 choses qui lui tiennent à cœur, c'est d'avoir ce prix Nobel de la paix, je ne sais pas s'il l'aura ou pas et effectivement de devenir très, très riche. Ouais, il est riche déjà au départ, je crois. Les quelques chiffres que j'ai vus le concernant, on parlait de 5-6 milliards, mais bon, évidemment, il est entouré aujourd'hui, des milliardaires de la tech, les hommes les plus riches de la planète et donc de ce que je lis, c'est qu'il voudrait plutôt terminer sa législature avec 100 ou 200 milliards et pas 5 milliards, les rikiki qu'il a. Donc il fait tout pour. Mais bon, c'est aussi très nouveau, c'est une sorte de capitalisme de connivence et tu as l'impression qu'il y a pas mal de conflits d'intérêts, mais qui n'ont l'air de choquer personne. Ce qui me fait penser à ce que me disait mon ancien prof de droit à l'UCL, hier soir, il disait: «Hamid, tu sais comment est-ce qu'on règle les conflits d'intérêts en Belgique?» Je dis: «Je sais pas». Il dit: «Voilà, on évacue les conflits, on garde les intérêts». Voilà. C'est une solution. Ouais. Il faudrait qu'on essaye de l'appliquer. Tu parlais de ces géants de la tech, hein, et donc ça me permet, là encore, de rebondir sur cette IA dont on parle énormément. On avait Sam Altman, on a eu Jeff Bezos, et maintenant le FMI, qui annonce une bulle spéculative autour de cette IA et une bulle qui va exploser. Le FMI note des progrès décevants, tant en termes de compétences, de capacité de l'IA, qu'en termes finalement d'adoption par les entreprises et autres, qu'il y avait une concurrence de plus en plus grande et que très nécessairement, ça allait nécessiter une réévaluation des bénéfices futurs pour lesquels les attentes sont ultra élevées. Ça va péter ou pas? Alors, quand on écoute certains, ils te disent que oui, qu'il y aura un crash, que l'euphorie actuelle, n'est pas normale et que la bulle va crever. Alors, tu as cité des gens, encore récemment, Jeff Bezos, il était invité à l'Italian Tech, donc en Italie, où devant un parterre d'entrepreneurs, il a expliqué qu'effectivement, les cours actuels sont un petit peu boursouflés, sont excessifs et que le marché financier, la bourse, ne fait pas le tri entre le bon grain et l'ivraie mais il trouve que c'est pas mauvais dans le sens où, de ce chaos, sortira quelque chose de positif. C'est normal, il est aussi investi là-dedans et puis je sais pas si tu as vu aussi les déclarations des patrons de Goldman Sachs, c'est quand même pas une petite banque du coin et qui disait alors lui, il disait: «Voilà, on va avoir une baisse», donc alors il va pas utiliser le terme crash, mais une baisse des cours dans 1 an ou 2 ans. Voilà. Alors on peut se dire: «Ah oui, regarde, même le patron d'une banque comme Goldman Sachs annonce, la fin de la fête». Mais en fait, quand tu analyses son discours, oui et non. Parce que d'abord, quand il te dit dans 1 an ou 2, il se mouille pas. C'est comme si tu disais qu'il va faire froid l'hiver.
Bah oui, il fera froid à un moment donné en hiver. OK, mais ce qui est important en bourse et ceux et celles qui nous écoutent, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à ces questions, mais personne au monde ne peut répondre à la question, c'est quand? Ça, c'est toujours le problème du timing. On sait très bien qu'à un moment donné, il y aura une baisse forcément, mais dire dans 1 ou 2 ans. Et alors dans son discours, il dit dans 1 ou 2 ans, mais à côté de ça, il dit: «Oui, mais attention, c'est une révolution fulgurante, c'est une révolution fondamentale, il y aura des choses extraordinaires qui vont surgir de cette révolution». Et donc en fait, c'est très vicieux comme message parce qu'en fait, il donne aux gens qui sont alarmés un discours un peu alarmiste: «Attention, ça risque de mal finir d'ici 1 ou 2 ans», et donc ces gens-là peuvent se dire: «OK, effectivement, j'ai peut-être intérêt à sortir du marché avant qu'il soit trop tard». Mais de l'autre côté, il rassure ceux qui croient en l'avenir et qui disent: «Oui, l'IA, c'est pas simplement une bulle comme en 2000. Il y a vraiment une industrie qui est en train et il y a un changement de paradigme, le monde va changer, on va» voilà. Et donc chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Et je pense, c'est plus une manière de se protéger, parce que si le pire arrive, il pourra Oui. dire: «Je l'ai dit». Voilà, je l'ai dit. Alors peut-être aussi, peut-être que ces gens, moi j'en sais rien si c'est son cas ou pas. J'en parlais avec un ami investisseur qui me disait: «Mais c'est peut-être aussi une manière de se couvrir contre d'éventuels délits d'initiés ou je ne sais pas quoi, parce que s'ils vendent au plus haut et à l'inverse de nous qui vendons souvent au plus bas ou achetons au plus haut quand il faudrait acheter au plus bas, c'est peut-être aussi une manière de se protéger contre, des choses qu'on pourrait leur reprocher par le passé». Après, quand tu regardes effectivement les indices, tout indique qu'on est dans une bulle. Les cours sont très élevés. On voit bien que beaucoup de ces indices, auxquels tu fais souvent allusion, technologiques, sont des indices qui montent, mais avec quelques valeurs, 7, 8, des fois un peu plus 30, et qui sont toutes liées à l'IA. Ouais. Donc il y a une concentration. Il y a un côté incestueux entre toutes ces boîtes, on en a souvent parlé ici dans le podcast, Nvidia, OpenAI et cetera. Ils sont les investisseurs, C'est les très clients. similaire, c'est très ensemble, oui. Exactement, ça tourne entre eux. Tu mets 100 millions chez moi, mais avec ces 100 millions, par exemple, Nvidia met 100 millions chez OpenAI, mais avec les 100 millions, OpenAI achète des puces, chez Nvidia et hop, d'un coup, en bourse, ça explose. Heu, mais c'est un peu en circuit fermé, comme tu disais, c'est une sorte d'économie circulaire. Il y a ces aspects-là. Il y a le fait aussi qu'on sait très bien que la Fed va cesser d'être indépendante à partir de l'année prochaine 2026. Est-ce qu'elle sera encore crédible? Non. Est-ce que les statistiques qu'on va avoir des États-Unis vont être crédibles? Non. Les taux d'intérêt vont baisser. Enfin, il y a plein d'éléments. Mais je voudrais justement te soumettre, je discutais de la question avec, Frank Wranken, Oui, oui, le fonds de l'économiste Rothschild, enfin de voilà, Rothschild, et ouais. je lui dis: «Selon toi, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va péter?» Et il m'a répondu du tac au tac: «Tout le monde en parle, donc ça va pas péter». C'est possible, d'abord il a raison dans le sens où le consensus se trompe toujours. Regarde, par exemple, début de cette année, en janvier, tout le monde disait de nouveau que ça allait être les actions américaines et puis finalement, on a eu une surprise et on s'est rendu compte que c'était les actions européennes qui avaient fonctionné et puis voilà, rebondissement et cetera. Donc tu sais, en la matière mais pour des experts, c'est toujours très, très difficile de donner un conseil. Je vais donner raison qu'ils ne donneront jamais. En fait, imagine que j'ai des clients et que je sois un private banker, peu importe la banque. Je fais des raisonnements, je fais une analyse et puis j'arrive à la conclusion, comme certains ici, que c'est pas bon, ça sent pas bon et qu'il faut, à tout le moins, diminuer son exposition aux actions, se rendre liquide jusqu'à un certain point. OK. La seule chose que je ne peux pas maîtriser, j'ai beau raisonner, avoir les meilleurs algorithmes, les meilleurs programmes, je ne peux pas dire si ça va se produire dans 6 mois, 8 mois et cetera. Et imagine que finalement mon client m'écoute, hein, parce qu'il écoute mon raisonnement et il vend ses actions, il se rend liquide et ça. Et puis bon, je me trompe dans le timing parce qu'évidemment, c'est pas une science mathématique, hein, l'investissement et pendant 1 an, les cours continuent à augmenter. Et le même client que j'ai, qui m'a écouté, voit ses copains riches comme lui ou qui ont un peu d'argent comme lui, qui eux sont restés investis et ont fait +10, +15, j'en sais rien, 2%. Mais il va m'engueuler et je risque même de le perdre comme Ouais, client ouais. en disant: «J'ai perdu une année, j'ai eu une année blanche à cause de toi ou à cause de vous» et ça peut même durer 2 ans. Donc c'est dangereux. Donc moi, si je suis investisseur, alors évidemment, peu de gens vont me dire, ce que je vais dire effectivement il y a un raisonnement, mais je ferai comme les économistes. On one hand, on the other hand. J'expliquerai qu'on peut encore rester. Pourquoi? Parce que, voilà, je fais mon raisonnement et finalement le crash ou la baisse a lieu 8 mois après. Mais il est resté investi parce que je ne lui ai pas dit de sortir. Alors on va faire -6. Mais la banque d'à côté fait -8. Une autre fait -5. Et je vais lui sortir tout un storytelling en disant qu'on ne pouvait pas prévoir ceci, qu'on pouvait pas prévoir cela. Et
pour le réconforter, je vais lui tenir le discours habituel qu'ils tiennent tous. Elle C'est l'a fait pire. à long terme, de toute façon, la bourse est restée investie. Et donc, si tu veux, là, en ne lui disant pas totalement la vérité, j'ai plus de chances de le garder à bord comme client que si je lui dis la vérité, parce que lui dire la vérité et se tromper, ça, c'est dramatique. Les private bankers restent des commerçants. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on croit qu'ils sont conseillers, mais ce n'est pas le cas. La seule manière d'être sûr qu'ils sont de vrais conseillers, mais il n'y en a pas, c'est ce que propose l'économiste philosophe libano-américain Nassim Taleb. C'est skin in the game, jouer sa peau. C'est que, OK, j'ai investi dans ça, bah, toi, tu prends autant. Et là, effectivement, si je perds, bah, ils perdent aussi. Mais eux sont les conseillers et pas les payeurs. Ouais, effectivement. On parle de raisonnement et c'est justement un de tes raisonnements que j'aimerais, dont j'aimerais discuter maintenant, sur une de tes chroniques. Tu parlais, on reste dans l'IA, de l'arrivée de Sora 2, qui permet la création de vidéos générées par l'IA. C'est ultra bluffant en termes de qualité de vidéo. Dans ta chronique, tu expliquais un plan machiavélique de Sam Altman qui proposait une solution pour, justement essayer de garantir la véracité des éléments quand il y a l'IA ou il y a pas l'IA. Et c'est vrai que moi, quand j'avais lu en ma lecture à moi, je me disais: «C'est bien Sam Altman de lancer un outil, mais de te dire: "OK, je dois éviter la dérive de mon outil et je prends des mesures immédiates pour éviter que cet outil dérive"». Moi, je trouvais ça plutôt positif et quand je t'entendais, dans ta chronique, bah, j'avais l'impression que non, c'était quand même un plan beaucoup plus machiavélique. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors, c'est mon interprétation et j'espère que je ne me trompe pas. En fait, pour moi, c'est un pompier qui provoque un incendie et puis après te vend des extincteurs. Voilà, pour l'éteindre. Voilà. Alors, d'abord, effectivement, il en sera deux qui te permet effectivement, sur base de ton visage, de faire des vidéos bluffantes comme sur TikTok, hein, aussi bonnes que sur TikTok. Et d'ailleurs, il a joué le jeu parce qu'il a mis son visage à disposition de Sora 2, ce qui fait que les gens ont pu utiliser son visage pour le mettre dans des situations euh, comme dirait Chirac, abracadabrantesque, y compris emmené, on le voit voler dans un supermarché, donc tu te rends compte. Alors ça déjà, déjà moi je trouve ça extrêmement dangereux. Après bon là c'est comme ça, mais ça veut dire qu'aujourd'hui tu ne sais plus ce qui est vrai ou faux. Donc on avait déjà les deepfakes, mais là on arrive à un niveau où le faux est plus vrai que le vrai. Donc ça déjà, ça va poser mais Pas énormément de sûr qu'on va questions. se retrouver avec des fausses vidéos pour prouvant des faits pour aller en justice ou ce genre de choses. Voilà, mais donc ça va poser un problème pour des tas d'industries. La banque, l'assurance, les juges, les notaires, et cetera. Voilà, on ne pourra pas se dire même tu vas voir un employé de banque, il va avoir une vidéoconférence avec toi. Bah, il n'est pas sûr que c'est toi. On va te demander un face ID. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est toi? Regarde, on nous a expliqué qu'avec l'IA, déjà avec, le numérique, plus besoin de se déplacer. Tu as un accident de voiture, tu prends la photo, bah, ta voiture qui est encastrée avec une autre, je ne sais pas quoi et on l'envoie, chez l'assureur et l'assureur, va te dire pratiquement à l'euro près, quel va être le montant du dégât, enfin ton courtier à travers ça. Et mais la photo que j'ai envoyée, qui me dit que c'est vrai? Voilà, donc je Mais pourrais justement, ils proposent une solution pour oui, mais donc il provoque un problème et il provoque la solution et la solution, c'est très simple, c'est le World Coin, c'est-à-dire, en fait, tu vas mettre, ton iris devant une sorte de boule qui va te donner une sorte de passeport numérique, le World ID. OK, mais c'est vicieux, c'est-à-dire, je crée le capharnaüm, je crée le bordel, si tu me permets l'expression et j'in je fais en sorte qu'on ne puisse plus distinguer le vrai et le faux et donc je crée un appel d'air pour une industrie que moi-même je crée. Donc en fait, je mets une machine qui fabrique du faux et puis je te vends pratiquement au même moment une machine qui te permet de détecter le faux. OK, le faux. ouais. Voilà. Et ce qui veut dire que demain, il sera peut-être incontournable pour le secteur bancaire, pour le secteur financier ou que sais-je ça, parce qu'il aura cette maîtrise-là. Mais c'est vraiment une vision dystopique C'est ça de qu'il la faut souligner, c'est que la solution, c'est une solution payante. C'est-à-dire qu'il faut verser de l'argent pour pouvoir prouver finalement sa évidemment, véracité. évidemment. C'est là que le bas C'est lui où il vendra les techniques pour le faire. Mais beaucoup ont vu juste l'aspect gimmick. Moi, je vois surtout tous les dangers. Parce qu'en fait, l'économie, c'est quoi? C'est d'abord de la confiance. À partir du moment où tu ne sais pas si la voix qui t'appelle, le visage qui te parle ou qui te regarde est vrai, mais tu jettes un discrédit. Mais surtout, or, l'économie a besoin de confiance, sinon tu vas avoir des frictions. À partir du moment où je dois checker, vérifier, etc. Mais on est dans quoi? Et alors, en plus, un mot de passe, tu peux le changer, tu peux le modifier, mais ton iris, tu peux pas le changer. Et donc, à partir du moment où tu vas le donner
c'est peut-être dangereux. Ouais. Ça va tomber dans les mains de qui? Qui pourra en faire quoi? Donc ça va être très, très compliqué. Tu vas être vraiment ça pose énormément de problèmes. C'est comme pour l'anonymat. Je crois que le grand luxe aujourd'hui et surtout demain, ça va être d'être anonyme. C'est quasiment impossible. Ça va être impossible d'être anonyme et ça c'est un drame. Et il manque plus là-dessus que, Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix et on est vraiment dans un monde merveilleux. Oui, dystopique plutôt, voilà. Merci beaucoup, Amine. Merci. On refait un petit numéro et puis rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.